question d'investiture, dont votre haute juridiction a dit de façon constante qu'elle était en dehors de votre compétence. C'est pourquoi nous, en nous en tenant strictement au droit, comme vous l'avez rappelé, et à votre jurisprudence constante, nous nous sommes contentés de soumettre à votre auguste juridiction les raisons pour lesquelles notre candidature méritait d'être retenue, parce que Elekam, mais j'entre presque déjà dans le droit, Elekam lui-même n'a pas contesté que toutes les pièces requises par les articles 117 et 122 du Code électoral avaient été fournies par le candidat Kamto. C'est pour cela que ça peut paraître simple de dire on peut faire la jonction parce qu'il y a Manidem dans les deux cas, mais en fait l'approche est totalement différente et nous invitons, nous, respectueusement, cette auguste juridiction à reconsidérer peut-être cette question de jonction des procédures. Merci. Le MINAC dit que c'est Ekani Anessé qui a investi le candidat Maurice Kamto, qui est président du Manidem. Est-ce que la théorie de l'apparence ne milite pas en faveur du candidat Kamto, qui est dans la bonne posture, qui consiste à savoir que, d'après ce que le MINAC dit, c'est Ekani Anessé qui est le président. Comment expliquer le fait que cette confusion de légitimité intervienne de façon surprenante juste après le dépôt de la candidature? D'ailleurs, je reste persuadé que si le Manidem n'avait pas investi Maurice Kamto, Yebga Mathieu serait resté dans les bosquets. Comme il est toujours resté, Monsieur le Président. Nous ne faisons pas une justice, je dirais même pas sélective, mais une justice aveugle, qui ne correspond pas aux faits. Le Conseil constitutionnel, c'est l'instance juridictionnelle la plus élevée au Cameroun. Non seulement en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, mais également en matière de contentieux électoral. La décision que vous devez rendre, Monsieur le Président, doit être une décision conforme, non seulement à la loi, mais également aux vertus démocratiques. Le sentiment que j'ai en tant que plaideur dans ce dossier, c'est que certaines officines veulent éviter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ça se fait dans un système démocratique? Je prends la parole pour continuer dans la même foulée, sans toutefois redire ce qu'il a déjà dit. Monsieur le Président, lorsque je faisais mes premiers pas dans l'avocature, je me rappelle la parole qui avait été prononcée par un éminent magistrat, M. Luc Diodo, aujourd'hui de regrettée mémoire. Il nous avait dit, lors d'une séance de formation, que nous appelions à l'époque conférence de stage, que la justice rendue doit refléter la justice. La justice rendue doit refléter la justice. Si l'on veut entrer dans l'exégèse de cette pensée, Monsieur le Président, ça voudrait dire que l'institution judiciaire ne devrait pas se contenter de vider sa saisie pour se débarrasser d'un dossier. L'institution judiciaire a l'obligation de rendre des décisions de justice qui soient conformes à la loi et à ce que le peuple, qui n'est pas initié, doit voir. Monsieur le Président, Monsieur les membres du Conseil, j'ai écouté Monsieur le rapporteur. J'avoue que je suis resté sur ma faim parce que j'ai eu le sentiment qu'il s'est décliné en essayant de renvoyer les parties dos à dos. Monsieur le rapporteur n'est pas rentré dans les méandres du dossier qui permet à l'auguste Conseil constitutionnel de séance de pouvoir dire le droit. Parce que, Monsieur le Président, il s'agit de dire le droit. Il ne s'agit pas de faire un délit de justice. Renvoyer les parties dos à dos sans dire qui a raison s'appelle renvoyer un délit de justice. Et auguste magistrat, professeur de rang magistral, que vous êtes, pour certains d'entre vous, Monsieur le Président, je pense que vous savez très bien que la loi interdit le délit de justice. Le délit de justice n'est pas seulement le fait pour le magistrat de prendre un dossier et de le ranger dans son tiroir. Le délit de justice, c'est aussi le fait pour un magistrat. Parce que, Monsieur le Président, vous êtes des magistrats, bien que certains d'entre vous aient encore la casquette d'enseignant d'université. Lorsque vous siégez
dans cette auguste institution, vous devenez des magistrats du droit constitutionnel. Et je voudrais dire, Monsieur le Président, Monsieur les membres du Conseil, lorsque vous avez un dossier et que vous donnez le sentiment à ceux qui vous écoutent de n'avoir pas tranché la cause, vous rentrez dans ce qu'on appelle le déni de justice. Et écoutez, Monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment indiscutable qu'il s'est rendu coupable de déni de justice. Mais seulement, Monsieur le Président, Monsieur les membres du Conseil, Monsieur les membres du Conseil, davantage dans les procédures qui sont conduites devant les instances juridictionnelles suprêmes, telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, c'est que le rapport du rapporteur ne lit pas le Conseil. Le rapport du rapporteur a valeur d'un avis, au demeurant un avis consultatif. Ce qui revient à dire que vous, les autres membres du Conseil, vous n'êtes pas liés à ce que monsieur le rapporteur a bien voulu vous proposer et qui, à notre sens, est totalement erroné. Déjà, lorsque monsieur le rapporteur, concernant l'action introduite par monsieur Yebla Dieudonné, donne l'impression que les éléments d'irrecevabilité qui sont contenus dans ce recours sont négligeables, nous avons envie de dire, Monsieur le Président, que M. le rapporteur n'a peut-être pas suffisamment lu le recours de M. Yebla. Lorsque vous prenez connaissance de l'article 55 de la loi de 2004 qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, l'article 55 dit le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Dans la même foulée, Monsieur le Président, l'article 130 du Code électoral reprend la même chose. Je ne veux pas citer le même article parce qu'en fait, l'article dit que la requête doit être signée. La jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant ce cas de figure, c'est-à-dire les cas de figure où la requête n'est pas signée, c'est la même du requérant, c'est irrecevable. Je me serais attendu à ce que monsieur le rapporteur dise de façon claire et distincte que concernant le recours de Yebla Dieudonné, il est irrecevable. Deuxième chose, Monsieur le Président. Il y a un problème juridique qui se pose dans ce dossier et qui a été abordé sur un certain angle par mon confrère Moussa Sangwana, la problématique de la pluralité des instituts. Je dirais même que le problème qui se pose dans ce dossier concernant la candidature du candidat Kantou, qui a été rejeté du fait que Yebla Dieudonné a déposé une autre candidature. Le problème, c'est la problématique de la pluralité des instituts. Alors, l'on devrait se poser la question de savoir quelle est la nature juridique et la pluralité d'investiture. C'est quoi la pluralité d'investiture? Parce que si le Conseil constitutionnel répond à cette question, je pense qu'il sera loisible de savoir si le candidat Maurice Kamto, qui a été investi par le Mali, l'a été de façon irrégulière. Je ne vais pas répondre à cette, ou bien définir la nature juridique de la pluralité d'investiture en me référant à une définition codifiée. Je vais me référer à des éléments de comparaison factuelle. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, signe une correspondance adressée à peut-être l'association des présidents du Conseil constitutionnel en Afrique. Moi, Sikati Désiré, je signe aussi une correspondance où j'écris président du Conseil constitutionnel. La correspondance arrive au siège de l'association des présidents du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on devra considérer que le Conseil constitutionnel du Cameroun a envoyé deux candidatures, puisque le président c'est M. Clément Atangana, c'est sûr de tout le monde. Il suffira tout simplement de par la parole de dire mais comment ça se fait que le Cameroun nous envoie deux correspondances portant deux noms différents. Au fait, au Cameroun, qui est le président du Conseil constitutionnel? C'est clair que c'est M. Clément. Alors, pour revenir au dossier qui nous concerne,
électoral, le Conseil électoral nous dit qu'il rejette la candidature du candidat Maurice Kamto investi par le Manidem parce qu'il y a une pluralité d'investiture. En réalité, le Conseil voulait parler d'une coupe d'investiture. Parce qu'en dehors de quelqu'un qui a introduit une candidature de confusion, il n'y en a pas une autre. Donc en fait, c'est une double investiture. Maintenant, est-ce que le fait pour quelqu'un qui n'a pas qualité de se prévaloir de cette qualité, alors que celui qui a qualité, parce que reconnu par l'administration, de par une pléthore d'actes administratifs, est-ce que celui-là peut se voir conférer la qualité qui permet de remettre en cause la candidature de Maurice Kamto? C'est ça la question. J'irai même plus loin, lorsque vous regardez les différents combats qu'on fait à aborder cet aspect, mais c'est vraiment redondant que je le dis à nouveau. Il y a en droit ce qu'on appelle la théorie de l'apparence. La théorie de l'apparence. La tutelle des partis politiques, c'est le MINAC. Lorsque le MINAC, de par des courriers répétés, des correspondants, des actes administratifs continus, depuis pratiquement 2018, Adoube Anissé Ekane comme président du Manidem. Et ce, jusqu'à la convocation du corps électoral et le dépôt du dossier de candidature du candidat Maurice Kamto. Le MINAC dit que c'est Ekane Anissé et avec le candidat Maurice Kamto qui est président du Manidem. Est-ce que la théorie de l'apparence ne milite pas en faveur du candidat Kamto, qui est dans la bonne posture qui consiste à savoir que d'après ce que le MINAC dit, c'est Ekane Anissé qui est le. Comment expliquer le fait que cette confusion de légitimité intervienne de façon surprenante juste après le dépôt de la candidature? D'ailleurs, je reste persuadé que si le Manidem n'avait pas investi Maurice Kamto, Yahya Mathieu serait resté dans les bosquets. Comme il est toujours resté, Monsieur le Président. Nous ne faisons pas une justice, je ne dirais même pas sélective, mais une justice aveugle qui ne correspond pas aux faits. Le Conseil constitutionnel, c'est l'instance juridictionnelle la plus élevée au Cameroun. Non seulement en matière de contrôle de ponctualité des lois, mais également en matière de contentieux électoral. La décision que vous devez rendre, Monsieur le Président, doit être une décision conforme, non seulement à la loi, mais également aux vertus démocratiques. Le sentiment que j'ai en tant que plaidoyer dans ce dossier, c'est que certaines officines veulent éviter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ça se fait dans un système démocratique? Est-ce que ça se fait dans un système démocratique, Monsieur le Président? J'irai encore plus loin. Parce que quand vous étudiez ce dossier de fond en comble, vous vous rendez compte qu'il y a comme une sorte d'embuscade juridique qui est comportée depuis la base à partir du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'admiration M. le rapporteur dire qu'au terme de l'article 50 de la Constitution du Cameroun, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont opposables à toutes les parties, donc et les Cameroun. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'élection dit que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent lorsqu'il a pluralité d'investiture. Ça veut dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel a retiré les cas de pluralité d'investiture de ces cas de compétences juridictionnelles et rationnelles matérielles. Mais comment ça se fait que, sachant que le Conseil constitutionnel ne peut pas être compétent pour connaître d'une question, que le Conseil électoral motive sa décision par cette question-là? Est-ce que par là, le Conseil électoral n'est pas en train de s'arroger l'exclusivité d'un pan du contentieux électoral en statuant en dernier ressort? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, monsieur le rapporteur. C'est sur ça que vous avez épilogué dans votre rapport. Vous avez dit que la question de la pluralité d'investiture n'est pas de ressort du ressort de compétence du Conseil constitutionnel. Là, vous êtes en train de dire, peut-être sans le savoir, de façon incidente, que désormais, l'État a l'exclusivité de compétence dans un pan du contentieux électoral, ce qui n'est pas normal. Ça n'a jamais été ça la volonté du législateur.
faire de l'État le juge exclusif d'un aspect du contentieux électoral au Cameroun. Monsieur le Président, parlant encore de la question de l'apparence, j'ai ici avec moi un certain nombre de correspondances. Et d'ailleurs, cette apparence qui a été véhiculée à maintes reprises par le MINAC est la conséquence de ce que M. Yanga Dieudonné avait été exclu par une résolution qui n'a pas protesté. Comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'un militant exclu d'un parti politique par une décision un militant exclu d'un parti politique par une résolution d'un organe compétent du parti qui n'a jamais contesté la résolution, qui a même attaqué le Congrès qui l'a exclu en justice, mais a été débouté, n'a pas contesté la décision qu'il a déboutée. Comment peut-on exclure aujourd'hui que cette personne se voit conférer la qualité par le bilan ou être reconnu comme président du Manilène, monsieur le Président? Comment le MINAC peut expliquer cette injustice juridique? Encore que le même MINAC se contredit. Lorsque, dans son communiqué radio-presse du 25 juillet 2025, il dit que le site internet du MINAC a été manipulé pour intégrer le nom de quelqu'un qui n'a pas qualifié. Quand on sait qu'avant la manipulation dont il parle, le nom de la personne qui était c'était le nom de M. Ekani Anissé. On a tout fait de comprendre la conclusion. Le ministère, par cette correspondance, dont je suis sûr que vous avez une copie au dossier, reconnaît bien que le président légitime, légal, statutaire du Manilène, c'est Ekani Anissé. Il n'y a pas de doute. Si le président c'est Ekani Anissé, comment peut-on parler du double investiture? Si le président c'est Ekani Anissé, ça veut dire que l'investiture qui a été signée de la main de Yanga Dieudonné est un acte apocryphe, un acte fasciste, un acte faux, un acte qui n'a aucune valeur juridique. Et dès lors, monsieur le Président, on se retrouve dans un cas de figure où la seule investiture qui est valable et régulière, c'est celle qui porte le nom et la signature du président reconnu par le MINAC jusqu'à la falsification de son propre site internet. Bien connu, oui, monsieur le Président, monsieur le membre du Conseil constitutionnel, vous avez, votre office vous confère également compétence comme juge de la parole. Être juge de la parole ne veut pas dire que vous allez rentrer dans le contentieux du fonctionnement d'un parti politique. Non. Être juge de la parole veut dire, de par les éléments apparents qui nous sont présentés, de par le comportement de l'administration avant le dépôt de la plainte. L'administration, la tutelle et même l'État, parce que l'État, chaque fois qu'il est question de collaboration avec le Manilène, l'État déclare Ekani Anissé. Mais les données changent une fois que la candidature de Denis Sangwa a été déposée. Est-ce qu'on devrait accepter ça, monsieur le Président? Ça, c'est du faux. Je ne dis pas que le Conseil constitutionnel doit désormais juger le faux, mais de par les éléments d'apparence, vous avez la possibilité de dire cet accès nous semble libre. Parce que le ministère m'a dit que c'est régulier. Le MINAC, pour la Kangani, il a dit ça, que c'est régulier. Moi, je pensais qu'il viendrait aujourd'hui que je lui pose la question de savoir par quelle alchimie juridique il peut aboutir à la conclusion selon laquelle le site internet du ministère dont il a la charge a été falsifié et ne pas dire exactement qui est le président dont le nom a été falsifié. Parce que ça doit être la conséquence de ce qu'il a écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Monsieur le Président, monsieur le membre du Conseil constitutionnel, je ne vais pas être plus long que ça. Moi, je voudrais, à la fin, de façon respectueuse, vous rappeler que la justice fait partie, c'est le principal fondement d'un État démocratique. C'est le principal fondement d'un État démocratique. Là où la justice refuse de jouer son rôle, la justice est en train de sacrifier une nation. Là où les juges qui sont chargés d'implémenter l'application de la loi
refusent de faire leur devoir. La justice n'existe pas. Vous savez très bien que cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Non pas parce que les Camerounais sont des gens qui aiment la piscine, mais parce que chacun sait qu'il y a une injustice quelque part. Et la victime de cette injustice, c'est Maurice Kamto. Nous le savons tous. Nous intervenons, je le dis encore, comme conseil humanitaire. Le parti politique qui a investi le candidat Maurice Kamto. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, nous invitons les augustes juristes que vous êtes à bien vouloir reconsidérer la proposition de décision qui a été formulée par Monsieur le conseiller. Bien entendu, déclarer le recours de Yekka qui est donné irrecevable parce que non seulement il a été exclu, mais en plus, il n'a pas qualité pour représenter le Mandem. S'agissant du recours de notre candidat, du candidat que nous avons investi, nous pensons que les moyens de droit qu'il a développés sont pertinents. Et d'ailleurs, dans un souci d'équité et de bonne justice, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de ses compétences, peut évoquer à nouveau, même si des questions qui n'ont pas été soulevées par le parti, parce qu'il s'agit de rendre justice. Le Conseil constitutionnel peut aussi statuer sur des questions d'irrégularité qui ne ressortent pas des recours des partis. Monsieur le Président, Monsieur le membre du Conseil constitutionnel, j'en aurais terminé pour le compte de